Dans la perspective de l'an 2063, il s'agit pour l'ensemble des États du continent de fédérer leurs forces pour une émergence globale. La question était en débat à Conakry. Le département des pêches a réceptionné ce vendredi un navire appartenant à la CIPECO, un événement qui marque le démarrage effectif des activités de la société guinéo-mauritanienne, héritière des locaux de l'ancienne Sodipêche. Décédé le mercredi dernier, Kémo Kouyaté a rejoint sa dernière demeure aujourd'hui au cimetière de Himbaya. La dépouille mortelle a été exposée ce vendredi dans la salle des congrès du Palais du Peuple pour les derniers hommages. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à tous. L'Union africaine dans la perspective de l'an 2063, il s'agit pour l'ensemble des États du continent de fédérer leurs forces pour une émergence globale dans tous les secteurs d'activité. L'atteinte de ce défi suppose un engagement panafricain tel que réitéré lors de récents travaux tenus à Conakry sous la coupe de l'institution panafricaine. Reportage à Bitcham. L'agenda 2063, le nouveau plan stratégique de l'Union africaine pour le développement intégré du continent. Ce rêve de l'Afrique rejoint les grandes attentes de la Guinée. Cette Afrique que nous avons en héritage et que nous devons passer à nos enfants est une grande Afrique. Mais est-ce que les Africains s'organisent aujourd'hui de manière à ce que cette Afrique puisse prouver à la face du monde que c'est un très grand continent? L'agenda 2063 est le rêve de l'Afrique. L'avenir que nous voulons pour l'Afrique, une des affirmations de cette volonté traduite dans ce mini-document de 24 pages. Entre les lignes, l'on perçoit la vision d'une Afrique prospère, fondée sur la croissance et le développement durable, et un continent qui tient compte du potentiel de la jeunesse et des femmes. Et les préoccupations qui sont là, c'est de voir comment est-ce qu'on peut vulgariser cet agenda. On parle toujours des jeunes, on parle toujours des femmes, mais dans la faisabilité, nous sommes absents. Ces cadres stratégiques s'articulent autour de la vision de l'Union africaine, qui est une Afrique intégrée, prospère, en paix, et dont la commande est faite par son peuple. Et bien sûr, où le continent a une emprise sur les questions internationales. Le nouveau plan national de développement de la Guinée affiche toute sa conformité avec cet engagement panafricain. Si vous prenez le pilier 2 du PNDS de la Guinée, il y a l'aspect culturel qui constitue un pilier au niveau des aspirations de l'Union africaine. Et dans notre PNDS, il y a 4 piliers. Dans les 4 piliers, le deuxième est consacré au capital humain et ce capital humain inclut nécessairement le fait culturel. La détermination, la participation, l'autonomie et la solidarité des peuples et des dirigeants africains sont des conditions préalables pour l'atteinte de cet objectif. À cela s'ajoute une forte dose de démocratie et de bonne gouvernance, insiste le document. La lutte contre le blanchiment des capitaux criminels et le financement du terrorisme était en débat à Conakry cette semaine. L'objectif de la rencontre était d'harmoniser les efforts des parties concernées pour mieux lutter contre ce fléau. À l'issue de ce conclave de 4 jours, des recommandations pertinentes ont été faites par les participants en vue d'apporter à ce vaste programme qui est à sa phase initiale. La synthèse des travaux avec Komara Moussa. Entre banquiers et opérateurs téléphoniques, la concurrence est effective sur certains produits, mais dans cette salle, il se fixe un défi commun. Lutter contre le blanchiment des capitaux criminels et le financement du terrorisme en Guinée. L'impact justement de l'argent sale sur notre économie, c'est que les auteurs vont prendre en otage le système financier. Je suis convaincu, et convaincu encore aujourd'hui, après avoir vu l'atmosphère de la salle, que les participants ont été sensibilisés à cette question essentielle et que dès maintenant, le dispositif va être mis en place là où il n'est pas et va être perfectionné là où il est déjà mis en place. L'Office national de formation et de perfectionnement professionnel s'engage à soutenir l'initiative. Objectif: permettre à la Guinée d'être en conformité avec les règlements internationaux et sous-régionaux. L'ONFP n'est qu'accompagnateur dans la mise en œuvre de ce vaste programme, dans la logistique, afin que par ce programme, les compétences puissent s'élever
afin de construire ce dispositif de lutte anti-blanchiment que nous souhaitons. La Guinée se dote progressivement des moyens nécessaires pour intensifier sa lutte. L'efficacité de cette lutte contre le blanchiment d'argent passe par l'identification, la supervision et l'action sur le terrain, selon des experts. Les criminels nous imposent une double peine. Non seulement nous sommes les victimes de leurs crimes. Quand ils vendent de la drogue, ils vendent de la drogue à nos enfants. Quand ils vendent des armes, ils vendent des armes qui nous tuent nous et nos enfants. Quand ils font des attentats, ce sont des attentats qui nous tuent nous. Donc à la fois nous sommes les victimes du crime, mais en même temps nous sommes ceux qu'ils voudraient voir dépenser l'argent du résultat de ces crimes, donc du résultat de notre exploitation. Cette double peine est inacceptable. C'est pour ça qu'une société doit lutter contre l'intégration dans notre économie d'un argent sale, parce que ceux qui l'ont gagné de manière sale et avec notre sang. Dans les jours à venir, d'autres acteurs de la chaîne de lutte seront formés à Conakry et dans la région. Le programme concerne les assureurs et des inspecteurs de police du pays. Pendant ce temps, à la primature, les secrétaires généraux des départements ministériels étaient devant le comité d'évaluation, un exercice qui permet de connaître le niveau de performance de chaque département. L'initiative est du Premier ministre, chef du gouvernement. Compte rendu, Ousmane Bangoura. Rendre compte des réalisations effectives auxquelles les différents départements ministériels ont pu aboutir durant les 6 premiers mois de l'année, tel est le sens de cette évaluation. La mise en place de ce pool d'évaluation par le Premier ministre Mamadi Youla répond à l'aspiration du chef de l'État, celle de faire de la Guinée un pays émergent. Cette évaluation nous permettra d'apporter des corrections, parce que ça nous permettra de voir les erreurs qui ont été commises, les faiblesses de notre démarche, et puis d'améliorer notre façon de travailler. Je pense que c'est une très bonne chose. Concernant le secteur urbain de l'eau potable, il fallait voir un certain nombre de projets et voir leur niveau d'évolution. Les actions retenues dans le secteur de l'hydraulique urbaine, c'est d'abord le projet financé par la JICA, à savoir le remplacement sur 3,5 km de la conduite PRV qui tire vers sa fin. Les objectifs tels qu'ils ont été fixés sont sur le point d'être atteints. Aujourd'hui, la question de sécurité est une question fondamentale et qui concerne toutes les populations de notre pays. La commission de suivi a fait des observations que nous allons prendre en compte et toujours continuer à améliorer notre méthode de travail pour que la sécurité soit réellement quelque chose de vécu au quotidien dans notre pays. On dit quiconque gère doit rendre compte. Donc les départements doivent venir rendre compte à leur chef qui est le Premier ministre et qui a mis en place une commission technique qui doit évaluer ces départements, les objectifs fixés, les actions qui sont fixées dans ces objectifs après 6 mois, où ils en sont, quelles sont les réalisations, quels sont les constats, quelles sont les difficultés et quelles sont les suggestions, quelles sont les demandes éventuelles à M. le Premier ministre pour que ça puisse avancer. Cet exercice est une priorité du Premier ministre Mamadi Youla. L'objectif vise à renforcer le processus de suivi et évaluation de l'action gouvernementale. Le chef du gouvernement veut s'assurer que chaque département décline sa lettre de mission en actions concrètes. Sur 2 semaines, nous avons rencontré l'ensemble des départements ministériels qui sont représentés par le secrétaire général du département et accompagnés de l'ensemble des cadres du département. Nous passons en revue leur tableau de suivi-évaluation et à l'issue de cela, nous rédigeons un rapport à l'attention du Premier ministre afin de pouvoir le situer exactement sur le niveau de performance de chaque département ministériel. Depuis la mise en place de ce comité par le Premier ministre, les résultats enregistrés sont énormes. Cette évaluation permet d'améliorer dans le rythme d'exécution des projets et d'atteindre les résultats qui sont assignés à chaque département. Avant de poursuivre ce journal, je reçois sur ce plateau le directeur de la télévision nationale pour faire lecture d'une décision de la Haute Autorité de la Communication. Bonsoir, monsieur le directeur. Oui, bonsoir Adèle. Décision numéro 006/SP/AC du 20 juillet 2017 portant mise en demeure de la télévision
Évasion Guinée. La Haute Autorité de la Communication, constatant que dans son journal télévisé de 20h du 14 juillet 2017, Évasion Guinée a opposé un extrait du discours du président Alpha Condé à celui qu'a tenu le président français Emmanuel Macron lors du sommet du G20, constatant que les mots racistes et machiavéliques n'ont jamais figuré dans le discours du président de la République, le professeur Alpha Condé, à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse tenue en N'Djamena au Tchad, le 29 juillet 2017, sur le thème « Tirer profit du dividende démographique en investissant pleinement dans la jeunesse », attendu que la Haute Autorité de la Communication, selon les articles 2 et 4 de la loi L 2010-003 du 22 juin 2010, veille entre autres au respect de l'éthique et de la déontologie, attendu que le traitement comparatif réservé à cet élément s'apparente à une volonté de manipulation de l'opinion publique par l'image et la parole, attendu que les deux discours ont été tenus en des lieux différents et en des circonstances différentes, attendu qu'au cours de son audition en commission à la HAC le 18 juillet 2017, M. Mfali Guilavogui, rédacteur en chef du journal télévisé d'Évasion Guinée, n'a pu justifier le choix de l'angle du traitement réservé à l'élément incriminé et qu'il n'a pas pu non plus établir un lien entre les deux discours, attendu que, eu égard à ce qui précède, les mesures appropriées à l'encontre de la télévision Évasion Guinée doivent être prises, la Haute Autorité de la Communication, réunie en séance plénière extraordinaire le jeudi 20 juillet 2017, après avoir examiné le contenu de l'élément informatif incriminé, a délibéré conformément à la loi. Par ces motifs, déclare que la télévision Évasion Guinée a violé 1. les dispositions de la loi fondamentale dans son préambule et en son article 7. 2. Les règles de l'éthique et la charte déontologique des journalistes de Guinée. En conséquence, la Haute Autorité de la Communication 1. Adresse une mise en demeure à la télévision Évasion Guinée de rétablir les faits tels qu'ils se sont déroulés dans le temps et dans l'espace. 2. Ordonne la notification de la présente décision à la direction de la télévision Évasion Guinée, à toutes les associations de presse, notamment l'URTELGUI. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République. Délibéré lors de sa séance plénière extraordinaire du 20 juillet 2017 tenue à Conakry. Conakry le 21 juillet 2017, pour la Haute Autorité de la Communication, pour la présidence, PO, le président par intérim, le commissaire El Hadj Ousmane Kamara. Merci, monsieur le directeur. Le département des pêches a réceptionné ce vendredi un navire appartenant à la CIPECO, une société de pêche industrielle. Un événement qui marque le démarrage effectif des activités de cette société guinéo-mauritanienne, héritière des locaux de l'ancienne Sogui-Pêche. La capacité du navire, 250 tonnes de poissons frais. Reportage à la Sangue-Gobari. Décembre 2011, privatisation de l'ex-Nouvelle Sogui-Pêche, une société guinéo-française. 6 ans après, la guinéo-mauritanienne CIPECO dispose d'un glacier de 250 000 tonnes servant à la pêche des pélagiques, poissons de grande consommation des populations guinéennes. À la différence des démersales, poissons de fond de mer destinés à l'exportation, la CIPECO s'engage ainsi à améliorer l'autosuffisance alimentaire en Guinée. Son partenariat à la fois public-privé et sud-sud porte ses fruits à travers la réception de ce premier navire de pêche appartenant à l'entreprise. C'est un bateau pélagique glacier de réseau turc, capacité 250 tonnes. Elle pêche le poisson pélagique qui doit être traité après et congelé dans nos usines, dans notre usine, dans nos locaux. C'est de l'eau guinéenne qui doit être vendu sur place pour les citoyens guinéens. Respect des normes, entretien de l'équipement et lutte contre la pêche INN sont entre autres préoccupations soulignées par la partie guinéenne à travers aussi bien le ministre des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime que le ministre conseiller à la présidence chargé des questions de pêche. Le tout avec pour finalité de garantir la sécurité alimentaire. Nous avons reçu aujourd'hui le premier navire qui, dans les prochains jours, va s'employer à faire des opérations de pêche et à ravitailler le marché local.
en poissons pour le bien de la population guinéenne. Invités à la cérémonie, les opérateurs du secteur évoluant dans d'autres sociétés de pêche y voient non pas une forme de concurrence qui se profile, mais une complémentarité dans la lutte contre l'insécurité alimentaire en Guinée. Moi, je crois que ce n'est pas un concurrent réellement. On ne fait pas le même type de pêche. Pour nous, on fait la pêche démersale. Pour nous, c'est pélagique. Réellement, ce n'est pas un concurrent pour nous, quoi. Voilà. À Boké, des cadres de l'administration locale se familiarisent avec les techniques d'élaboration du budget communal, de potentiels formateurs en cascade. La démarche est du ministère de l'administration du territoire en partenariat avec le PACV. Reportage Mohamed Lamine Camara. À plus de 300 km de Conakry, la cité de Kakandé accueille 50 cadres de l'administration locale des régions de Boké et de Kindia. Ces cadres renforcent leurs compétences en technique de formation. Ils apprennent des notions de la gestion locale en termes de passation de marché, l'élaboration et l'exécution du budget communal. La démarche vise à faire de ces acteurs de véritables agents de développement. C'est une formation des formateurs au niveau régionaux, préfectoraux et représentants du PRCV. Ils seront effectivement des formateurs au niveau des communes urbaines et pourquoi pas dans les CR. Et nous comptons entièrement sur les 50 choisis au niveau des différentes régions qui seront des formateurs demain. Il faut le dire, son contenu est clair et important. Quand on parle, n'est-ce pas, de la manière dont on doit élaborer les budgets communaux, les budgets communautaires, comment l'on doit faire de sorte que la passation des marchés soit dans les normes, nous disons que sincèrement nous sommes très contents. Cette formation devrait permettre aux bénéficiaires de mieux s'imprégner de ce qui est prévu dans les textes en matière de gestion locale pour bien harmoniser leurs modules. Outiller les cadres des préfectures, les former pour aller démultiplier auprès des communes de leur préfecture dans le cadre de l'élaboration, du suivi et de la budgétisation de leur communauté. Pour promouvoir le développement local, ces cadres de l'administration locale sont désormais appelés à restituer fidèlement les expériences acquises au cours de cette présente formation. Sur un autre plan, des acteurs se sont réunis à Kindia pour échanger sur l'amélioration du Code de l'enfant. La rencontre a ainsi débattu autour de la protection de la petite enfance et des dispositions relatives à l'excision et d'autres pratiques dégradantes. Le point avec Kiano Younoussaba. Comme au marché de Kindia, nombreux sont des mineurs qui évoluent dans l'informel. Au détriment des engagements de la Guinée sur le droit des enfants, plusieurs d'entre eux sont victimes d'abus. En 2016, plus de 100 mineurs sont victimes de viols selon la police des mœurs. À Kindia, les acteurs échangent sur l'amélioration du Code de l'enfant. L'exercice vise à renforcer les moyens de protection en faveur des enfants. L'enfant est vraiment au cœur du mandat donc, de l'UNICEF et la Convention vraiment des droits des enfants représente véritablement pour nous un credo essentiel que partout nous puissions effectivement promouvoir et défendre vraiment les droits des enfants et nous saluons à sa juste valeur cet atelier qui se tient aujourd'hui à Kindia. Ce code de l'enfant est en vigueur depuis 2008. Sa révision intègre des dispositions comme celles relatives au mariage précoce par exemple. Toute une amélioration qui répond aux engagements de la Guinée sur les droits de l'enfant. Si le code en 2008 avait été élaboré en conformité avec la Convention internationale des droits de l'enfant, cependant il manquait les autres traités et conventions des droits humains. Aujourd'hui, la réalité est qu'il y a beaucoup de préoccupations qui ne sont pas contenues dans le Code de l'enfant et qui sont des préoccupations aujourd'hui internationales et continentales, même nationales. Quand on prend la question de l'excision, on prend la question du mariage d'enfants, on prend la question des traites des personnes, notamment la traite des enfants, dont le Code de l'enfant ne se prononce pas particulièrement et spécifiquement. Et ces préoccupations sont dispersées dans différents codes. Les faire ramener dans le Code de l'enfant, c'est de prouver l'engagement du gouvernement guinéen à mettre la protection de l'enfant au cœur de sa politique de développement. À travers la révision du Code de l'enfant, la Guinée ambitionne une justice capable de protéger les mineurs.
C'est également dans ce sens que l'ONG internationale SOS Village implique les communautés dans la protection des enfants en situation difficile à travers des structures locales. Elles ont été outillées en techniques d'identification et de signalement des enfants victimes de violences, d'abus, d'exploitation et de négligence dans la capitale Conakry. Explication Mohamed de Camara. La protection des enfants est une préoccupation du ministère de l'Action sociale et ses partenaires. En cette période des grandes vacances, le constat révèle que beaucoup d'enfants sont victimes d'exploitation. Pour freiner la pratique, SOS Village lance cette formation à l'intention des structures communautaires en charge de la protection des enfants. Les thématiques, c'était comment renforcer aujourd'hui les mécanismes communautaires pour améliorer l'identification et le signalement des enfants qui ont des problèmes de protection au niveau communautaire, notamment les cas d'abus, les cas de violence, les cas d'abus sexuels, et puis d'autres enfants en situation de vulnérabilité. Comment faire aujourd'hui pour qu'au sein de notre communauté, quand ces enfants-là, effectivement, ont ces difficultés, les parents ont des difficultés dans le cadre de la prise en charge, qu'on puisse effectivement remonter de l'information vers les leaders communautaires. Pendant 2 jours, le conseil local pour l'an et d'autres structures communautaires ont appris comment prévenir et prendre en charge des enfants survivants des violences, d'exploitation et d'autres abus. Nous choisissons les vacances aussi par rapport à nos structures communautaires parce que nous avons les clubs d'enfants qui travaillent avec nous. Et si nous choisissons les moments des cours, les clubs d'enfants ne pourront pas être libres pour participer valablement à nos formations. Avant tout, quand on envoie un cas de violence, j'identifie le cas. Après avoir identifié, j'évalue le cas. Après, je remonte vers le CLEF parce que c'est eux qui ont mieux amélioré pour gérer les cas. Mais à partir d'aujourd'hui, je peux gérer le cas aisément. Ce programme sous-régional de renforcement des capacités des leaders des communautés sur la protection des enfants concerne le Mali, le Niger, le Sénégal et la Guinée. Page santé, la lutte contre le paludisme s'intensifie en cette période de grande pluie. Les travailleurs d'Ecobank s'impliquent. À travers une contribution, ils ont offert une 50aine de moustiquaires imprégnés au centre de santé de Boulbiné. Ce don est destiné aux femmes enceintes et aux enfants qui sont les plus touchés par la maladie. Reportage au Moutouré Sadoubari. Bien que la Guinée ait réussi à réduire le taux de prévalence du paludisme à 15%, la vigilance reste tout de même de mise, notamment en cette saison pluvieuse, une période au cours de laquelle la maladie se propage davantage. Pour prévenir le paludisme, des travailleurs d'Ecobank offrent près de 300 moustiquaires imprégnés au centre de santé de Boulbiné, un volet d'un nouveau projet appelé Antipaludisme numérique d'Ecobank. Le personnel d'Ecobank Guinée a pris sur lui la responsabilité de mobiliser de l'argent et d'acheter ces moustiquaires qui permettront de contribuer à l'éradication du paludisme dans notre pays. Nous n'en sommes pas à notre première fois et naturellement ce n'est pas le dernier geste que nous allons réaliser. Si Ecobank a pensé mettre à la disposition du centre de santé de Boulbiné 250 moustiquaires afin que ces moustiquaires soient distribués aux femmes enceintes et aux enfants de moins d'1 an, cela ne fait que encourager le ministère de la Santé à continuer son effort, étant entendu qu'il y a des partenaires qui veulent nous soutenir dans cet effort de lutte contre le paludisme. La distribution des moustiquaires imprégnés touche progressivement les personnes cibles. Il s'agit des femmes enceintes et celles nourrices. Chacune reçoit une moustiquaire directement des mains du personnel soignant. Une action appréciée par les responsables de ce centre de santé où le paludisme reste la première cause de consultation. Je pense que ça va augmenter le taux d'utilisation parce qu'à partir de là, les femmes seront motivées. C'est un bouffon de soulagement pour la communauté. À l'image de ce centre de santé, la Banque panafricaine compte élargir ce projet de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés à d'autres structures sanitaires. Le gouverneur de la ville de Conakry était sur les chantiers de construction de certaines infrastructures, notamment le commissariat de police de Bessi à Rond-Point dans la commune de Matoto. Mathurin Bangoura était allé constater de visu l'évolution de ces différents chantiers qui coûtent la bagatelle de 5 milliards de francs guinéens au compte du budget national de développement. On fait le point avec Moussa Bangoura.
Le président du conseil de ville sur les chantiers entrepris par le gouvernorat de Conakry. Dans la commune de Matoto, précisément au rond-point de Bessia, ce sont des infrastructures à caractère public qui sont en train d'être réalisées pour le bien des populations. Il s'agit du commissariat de police, du bureau du quartier et de la bibliothèque pour la jeunesse. Comme vous venez de voir, nous sommes en 95% pour la construction de ces édifices-là. Dans 2 semaines, je sais que déjà ces projets seront quand même mis à la disposition de leurs bénéficiaires. De Bessia, l'autorité de la ville s'est rendue sur le chantier de la résidence et celui du siège du gouvernorat de Conakry. Ici, c'est un bâtiment R+2 qui est en construction. Une fois les travaux achevés, l'édifice servira de bureau pour les services décentralisés et déconcentrés de la capitale. Nous avons ce chantier, par exemple, qui est financé à plus de 3 milliards de francs guinéens. Le chantier de la résidence qui est financé à plus de 2 milliards de francs guinéens. Et le chantier aussi de Bessia qui est financé à plus de 2 milliards de francs guinéens. Si tout se passe bien, d'ici la fin du mois d'août, le chantier d'ici va être prêt. Au cours de cette visite des chantiers, le gouverneur général Mathurin Bangoura a lancé un appel aux conducteurs de moto en rappelant que l'apprentissage de l'engin est formellement interdit sur le pont de la jetée à la minière. Cérémonie de remise de 2 infrastructures militaires au camp Almamissa Mori Touré. Il s'agit d'une salle de conférence rénovée et d'un bâtiment stratégique de déniveau. Reportage commandant Mohamed Kassé, correspondant de la presse militaire. C'est une salle de banquet flambant neuve et un poste de commandement interarmé élargi, tous répondant aux critères et normes modernes requis. Cette réalisation est une conception du directeur de cabinet entièrement financée par l'intendance générale des forces armées sous la conduite de Dr Mohamed Diané, ministre d'État chargé de la Défense. La réalisation de ces infrastructures se situe dans le processus de la réforme du secteur de défense et de sécurité. La remise de ces infrastructures réhabilitées conforte le patrimoine militaire et améliore le cadre de vie et de travail des militaires. Cependant, d'autres ouvrages sont en cours d'achèvement. C'est le lieu de remercier particulièrement Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef des armées, le professeur Alpha Condé, qui ne ménage aucun effort pour mettre les forces armées guinéennes dans les meilleures conditions de vie et de travail. En présidant cette cérémonie d'inauguration de ces 2 édifices, le ministre d'État chargé de la Défense a exhorté le commandement à préserver ses acquis. Les réalisations sous nos yeux, tout en évitant l'autosatisfaction, indiquent à elles seules, plus que les mots, notre volonté de créer un cadre de travail adéquat en faveur de nos forces armées. Avec les moyens mis à notre disposition par le gouvernement et l'appui constant de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef des armées. Comment réduire le taux des accidents de la circulation? Des acteurs impliqués dans la sécurité routière réfléchissent sur la question. Une campagne de sensibilisation est initiée à l'intention des usagers de la route. Elle concerne toutes les villes du pays. La démarche vise à réorganiser la circulation routière et à lutter contre l'incivisme sur la route. Reportage ici à Gaba. Depuis le mois de mai dernier, plusieurs cas d'accidents sont enregistrés en Guinée. Ils sont souvent causés par l'imprudence et l'incompétence des usagers de la route. C'est pourquoi les autorités de la sécurité routière effectuent actuellement une campagne de sensibilisation des conducteurs d'engins roulants. Après la commune de Dubreka, cette commission est actuellement à Conakry. Le thème porte sur les causes et les conséquences des accidents de la circulation. L'objectif de cette rencontre, c'est quoi? C'est l'organisation de la circulation routière pour qu'on change vraiment de comportement au niveau des usagers de la route. On a bien compris, sur le terrain,
que ce soit les mototaxis, les taximètres, même les piétons, il faut quand même que tout le monde respecte la règle. Si on ne respecte pas, franchement, on ne peut pas faire ce qu'on doit faire sur le terrain. Cette campagne de sensibilisation est perçue par les usagers de la route comme un moyen de limiter les accidents de la route. Ils invitent cependant les autorités en charge de la sécurité routière à engager une lutte farouche contre les coupeurs de route et l'excès de dodane. J'ai un souci par rapport à la circulation, surtout sur les dodanes qu'on fait dans les quartiers. Tu vas voir dans un quartier, tu vas voir 5 dodanes qui sont faits proches. Ça nous fatigue. Nous, on roule la nuit. Il y a trop de bandits. Si un bandit te cible, il y a trop de dodans, tu vas te ralentir un peu. Forcément, on va te prendre. Selon les responsables de la sécurité routière, cette sensibilisation va toucher toutes les communes de la ville de Conakry et certaines villes de l'intérieur du pays. Une manière de réorganiser considérablement la circulation routière. Et ce communiqué, le ministre d'État, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, informe que le contrôle du paiement de la taxe unique exercice 2017 démarre le lundi 24 juillet 2017 à 8 h sur toute l'étendue du territoire national. Ce, suivant l'ordonnance numéro 058 PRG SGG 89 du 22 septembre 1989 et conformément à la réquisition du ministre du Budget numéro 1015-2017 en date du 20 juillet 2017. À cet effet, le ministre d'État, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, s'est compté sur l'esprit de civisme de tous les citoyens concernés par cette activité. Page noire, décédé le mercredi dernier, Kémo Kouyaté a rejoint sa dernière demeure aujourd'hui au cimetière de Himbaya. La dépouille mortelle a été exposée ce vendredi dans la salle des congrès pour les derniers hommages. Kankou Kémo Kouyaté, pour les intimes, s'est toujours mis au service de la culture qui n'a cessé de servir jusqu'aux derniers instants de la plénitude de sa forme. Le film de la cérémonie avec Djamoukaba. Ces images immortalisent sa dernière prestation publique avant sa mort. C'était à l'occasion de la fête de Sosobala en 2009 à Niagasola. Kankou Kémo Kouyaté est décédé le mercredi dernier des suites d'un accident cardiovasculaire. À l'exposition de sa dépouille ce vendredi au Palais du Peuple, les discours d'hommage sont ponctués de cris et de pleurs pour honorer la mémoire de cette icône que ses proches appelaient l'homme orchestre. Au nom du gouvernement, au nom du président de la République, le professeur Alpha Condé, protecteur des arts et des lettres, présenter les sincères condoléances à la famille biologique de Kémo Kouyaté et à sa famille professionnelle qui représente le monde de la culture guinéenne. L'homme que nous célébrons aujourd'hui, dans la tristesse, aura été un artiste émérite qui a aimé son pays. Il y a un dicton qui dit que c'est les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit, et c'est vrai. Vous avez vu que nous avons mis que Kémo Kouyaté était un artiste du peuple. Kémo Kouyaté n'a pas voulu tirer le maximum de profit financier de son art. Il aurait pu devenir milliardaire. Il a préféré sa terre natale. Né en 1947 à Sigiri, Kankou Kémo est originaire de Kouroussa. Il a fait ses premiers pas à Bamako avant d'arriver à Conakry en 1963. Sa parfaite maîtrise des instruments de musique représente une référence, voire une école de rigueur pour la nouvelle génération de la musique africaine. À son actif, 18 tournées internationales pour vendre les valeurs culturelles de la Guinée. Aujourd'hui, la famille artistique, proches et collaborateurs ont dû se résoudre à accepter la volonté de Dieu. Nous remercions tout le peuple de Guinée, tous les artistes de la Guinée pour leur soutien suite au décès de notre cher regretté père Kankou Kémo Kouyaté. Prions pour le repos de l'âme de l'Ulysse disparu, fait Kankou Kémo Kouyaté.
merci au peuple de Guinée. Tchomo n'était pas un artiste. Tchomo n'était pas un musicien. Tchomo était la musique elle-même. Mais qui écoutait cette musique? C'est toi, peuple de Guinée. Qui applaudissait Tchomo? C'est toi, peuple de Guinée. Merci. À travers son parcours, il laisse un héritage culturel de grande valeur à perpétuer par la jeune génération. Après le Palais du Peuple, fortement mobilisée, la famille artistique a rendu un vibrant hommage à cette virtuose de la musique guinéenne. Une icône qui a rejoint sa dernière demeure. Ainsi va la vie, que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Amen. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes télévisés. Bonsoir et à demain.